L'armée nigériane affirme avoir repoussé plusieurs attaques de l'ISWAP, notamment lors d'assauts coordonnés dans le nord-est du pays. Alors Renaud, comment évaluez-vous donc la riposte de l'armée nigériane, une riposte conjointe terrestre et aérienne des forces de sécurité dans le nord-est du Nigeria? Alors, pour le coup, c'est une relativement bonne nouvelle parce que selon les informations qu'ils ont partagées, ils ont mis en déroute les assaillants sans perte de leur côté. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle. Surtout dans un contexte où la question sécuritaire, surtout au Nigeria, bon, comme c'est un peu un pays anglophone, on a un angle mort par rapport à ça de notre côté de la frontière, mais la question est très sérieuse dans le nord du pays, notamment que ce soit dans l'état de Borno, par exemple. Il y a une vraie question d'insécurité qui est très, très endémique dans le territoire. Et donc, ce type d'annonce donne un peu du baume au cœur, on va dire, encourage un peu les armées dans un contexte où il y a une sérieuse crise aujourd'hui de la sécurité dans ce territoire-là. Ce qui montre encore une fois que ce sont des questions transfrontalières qui dépassent les frontières de ce territoire, que ce soit les pays de l'AES ou le Nigeria. Et pour le coup, le pays avait été appuyé il y a quelque temps par les Américains, appuyé un peu, on leur a un peu forcé la main, on va dire ça comme ça. Je me rappelle encore. On a forcé la main aux Américains ou aux Nigériens? Je dirais plutôt aux Nigériens, parce que il faut quand même se rendre compte que depuis que les pays de l'AES ont un peu fait partir différentes bases de leur territoire. Le Nigeria est apparu comme point de repli pour plaisanterie, notamment pour les Américains qui voulaient même y baser Africom, donc leur commandement africain depuis plusieurs années. Ça fait grincer les dents, mais ça tend à aller dans cette direction-là. Donc c'est une relativement bonne nouvelle. Et la question c'est, est-ce qu'on va s'arrêter sur des questions de bataille ou est-ce qu'on va penser à gagner la guerre globalement? Surtout qu'on est dans un contexte où le territoire est immense. Il y a des complicités de part et d'autres, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons religieuses, idéologiques. Il y a un mélange de genres dans les différentes compromissions et collusions qui rendent possible cette endémicité de la question du terrorisme dans cette partie du pays, notamment au Nigeria, que c'est un véritable imbroglio pour les gouvernements. De ce point de vue-là, il est intéressant de voir que les nouveaux outils, en tout cas sur le terrain militaire, qui sont utilisés, que ce soit les nouvelles formations que les Américains ont apportées, le drone qui est de plus en plus utilisé, que ça pousse à gagner du terrain. Mais vraiment, il faut se rendre compte que c'est un territoire qui est gigantesque. Et donc, ce n'est pas juste une victoire ponctuelle qui compte, mais c'est vraiment de tenir la guerre dans la durée. Et enfin, il faut rappeler que ce n'est pas juste une question militaire et martiale, mais vraiment socio-économique. Parce que ce qui fait le terreau, le vivier de ces mouvements djihadistes, même s'il y a un vernis religieux, il y a beaucoup d'insécurité économique, beaucoup de déclassement au niveau idéologique et religieux, et beaucoup de questions aussi agricoles et agraires. On en parlait tout à l'heure avec la question des pays de l'AES. Donc c'est une question complexe qui n'est pas uniquement militaire. Si c'était uniquement le militaire, il y a longtemps que des pays comme le Niger auraient réglé le problème. Mais c'est vraiment complexe et il faut attaquer la bête par plusieurs têtes en même temps. Alors, Prosper, est-ce que la récente neutralisation des cadres supérieurs de ce groupe, ISWAP, comme Abou Bilal Al-Minouki, dans le bassin du lac Tchad, est un facteur positif donc, pour le Nigeria? Bon, à notre point de vue, je dirais de façon linéaire, ce sont on nous dit des victoires, c'est des aspects qui sont vantés et qu'on n'en a pas vraiment la capacité de vérifier si ça se fait, ça s'est fait, c'est sont des réalités. Bon, moi, j'ai souvent douté parce que demain, vous allez encore écouter que ces gens-là ont pris en otage Comment se fait-il que... Est-ce que les terroristes ont un territoire? Il y a des pays qui ont, c'est-à-dire les nations qui ont leur territoire. Le terroriste, il a quel territoire et il se cache où? Et on dit souvent qu'ils viennent, ils agissent, ils partent, ils ont leurs leaders qui sont là et ils ont de l'argent. Moi, j'ai fouillé un tout petit peu, j'ai trouvé que quand vous prenez l'état de Borno, vous prenez Yobe, Adamawa, tout ça là, c'est des terrains fertiles aux minerais, où il y a de l'or, il y a toutes sortes, il y a l'uranium,
il y a toutes sortes de minerais qui se trouvent dans ces lieux-là. Maintenant, j'ai l'impression que ce djihadisme-là qu'on vante la plupart du temps sur des aspects religieux, moi je vois qu'il y a quelque chose qui se caille en guise sous roche. Maintenant, comment font ces gens-là pour vivre? Ils exploitent ces minerais-là. De quelle manière? Et ça profite à qui? Ils le vendent à qui? Maintenant, ceux-là qui viennent, qui disent qu'ils sécurisent nos territoires par rapport aux bases militaires. Ces bases militaires-là sont là pour sécuriser les territoires autonomes ou pour aider les djihadistes, les terroristes, moi je les appelle, à pouvoir commercialiser les choses qui les prend. Donc moi, toute la question de ça me prête confusion. Quand on dit qu'on a repoussé, on a repoussé. Ça fait combien de temps que ça dure, cela dure et que c'est maintenant qu'on nous vante une parcelle donc, de victoire pour dire qu'on les a... je reste toujours dubitatif et confus sur cet aspect-là. Dieudonné, est-ce que la déroute donc de l'ISWAP peut être reliée à la mort ou à l'élimination de certains de ces chefs? Non, moi je dirais que là nous sommes dans un piège de guerre de l'usure. Hein. Là, au Nigeria, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait plus d'une décennie que cette attaque survint. Tantôt on dit le groupe armé a fait éruption et puis l'armée régulière a riposté et a repoussé. Et donc l'armée nigérienne est toujours... Nigériane plutôt, est toujours dans des réactions au lieu des mesures véritables... Offensives, voilà. Offensives. Et cela dépend vraiment des causes hyper profondes. Aussi longtemps qu'on ne finit pas avec ces causes-là, on sera toujours dans des réactions spontanées et le mal sera toujours là. La conséquence, c'est quoi? C'est que le groupe gagne en temps, en énergie, parce que chaque fois qu'on repousse, le groupe revient toujours avec une nouvelle énergie, avec une attaque beaucoup plus lourde. Aujourd'hui, c'est l'armée nigériane qui nous parle des pertes au niveau de l'ennemi. Bon, voilà, et le groupe n'a pas fait d'annonce pour sortir aussi les pertes qu'il a plutôt occasionnées au niveau des militaires. Vous voyez, les causes sont profondes. L'État ou les milieux où les groupes interviennent, généralement, c'est des milieux qui sont très riches en ressources minières et aussi des milieux où on note l'absence de l'État. D'accord? L'État central. L'État central. Donc, c'est des zones hyper reculées. Et c'est aussi... Ou de l'État fédéral. Comme nous sommes dans le contexte le pouvoir central, l'État fédéral. C'est des zones où on note aussi une précarité ambiante. D'accord? Et c'est des zones qui sont frontalières au Tchad, au Niger, la porosité des frontières également. Au Cameroun, voilà. Et donc, toutes ces causes-là sont là. Aussi longtemps qu'on n'agit pas sur ces causes, on serait là en train de repousser et les dégâts vont continuer toujours par se mettre en place. Et Prosper posait aussi une question intéressante. Avec qui ces groupes-là travaillent et qui les ravitaille ou alors qui les équipe? C'est la même question qu'on pose également sur le continent lorsque, de l'autre côté du Burkina Faso, au Bénin, on trouve les terroristes qui sont tout le temps ravitaillés. On se demande qui les ravitaille, comment ça se fait. Il y a, dans tous les cas, une hypocrisie qui se joue autour de la chose et ce sont des vies humaines africaines, malheureusement, qui en pâtissent. Renaud. Il y a fondamentalement un défi majeur qui est permanent sur ces questions-là, c'est la question de l'État et de la maîtrise du territoire. Parce que quand il y a des poches de terrorisme, de djihadisme, on appelle ça comme on veut, c'est, comme le disait Dieudonné, une question de manque de maîtrise du territoire, sur lesquels on est, maîtrise au niveau administratif, maîtrise au niveau social, donc les différentes politiques de redistribution, de soutien des populations, maîtrise au niveau militaire, parce qu'il y a de très nombreux cas de corruption, de militaires qui vendent la mèche ou vendent leurs hommes tout court. On est sur des terreaux de corruption massive parfois parce que, comme on le rappelait, il y a des ressources minières, agricoles, on est sur des territoires très fertiles. Donc on est presque dans ces logiques-là, dans des contextes presque médiévaux de rapport à la terre et au territoire. C'est-à-dire que
des espèces de pirates se taillent un territoire, l'exploitent sur fond d'extorsion, de taxes locales et de pillage directement des ressources naturelles de ces zones-là, et on Et s'enrichit. sous la protection de quelqu'un. C'est ça la grande question. Et donc, c'est la question de la capacité de l'État à maîtriser son territoire et aussi avoir une visibilité. Et là, c'est une question technique et technologique sur ce qui se passe sur son territoire. Il y a des cas où il faut que des officines et des chancelleries étrangères vous informent qu'il y a des choses qui se passent sur tel ou tel Sur territoire. votre propre territoire. Parce qu'on n'a pas la maîtrise technique de la visibilité, que ce soit le drone, le satellite. On n'a pas ce genre de choses. Ce sont des gaps qui quand ils se cumulent avec la misère, la famine, les sentiments de frustration, le sentiment d'abandon que certaines populations rurales ont vis-à-vis de l'État central ou de la capitale, ça crée un terreau totalement fertile pour des élans, on va dire, anti-étatiques, des rébellions de toutes sortes. Et on a tout fait de leur rappeler que ce n'est pas un problème uniquement nigérien, ce n'est pas que dans l'État du Borno. Il y a toute la ceinture qui va jusqu'au lac Tchad, descend au niveau de la Damawa jusqu'au Cameroun. On est dans un arc qui est confronté à des problèmes structurels et de faiblesse de l'État, de rébellions diverses, soit pour des terrains politiques qui se transforment après En terrorisme. Absolument, Pur et simple. alimentés pas par la religion. Donc on est dans des choses qui s'alimentent malheureusement pour le pire et qui créent beaucoup de misère chez les populations. Mais fondamentalement, c'est la question de la capacité de l'État central, fédéral, où on veut, à maîtriser son territoire, à éliminer les poches de résistance internes et à exister véritablement. Parce que tant que l'État n'existe pas, tant qu'il ne maîtrise pas son territoire, il ne peut pas le régler, le réglementer, régner comme il faut. Alors, moi, je veux vous poser une autre question. Quelle est donc la stratégie d'adaptation de ces terroristes-là? Parce que même si leurs chefs sont éliminés, ils arrivent rapidement à en trouver un nouveau. Il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on appelle la surproduction des élites. C'est-à-dire que parfois, on est dans un contexte où il y a trop de chefs potentiels. Et donc, quand on est dans un contexte là, quand vous éliminez les chefs, vous ne faites pas autant de mal à l'organisation que vous le croyez. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous créez de l'espace pour que d'autres chefs potentiels émergent. Donc, quand on a des structures comme ça, qui ont en fait une structure très flexible dans la façon dont elles font, parce que ce sont des groupuscules connectés par des réseaux d'information, et donc chacun gère sa petite zone. C'est un peu comme des franchises. Son territoire. C'est un peu comme des franchises en un sens. Donc, quand on coupe la tête d'un chef, un autre émerge assez rapidement. Et comme de toute façon, tout ce qu'il faut, c'est une vidéo postée sur les réseaux pour dire je suis tel, je suis le nouveau. Ça ne coûte pas cher en fait de dire qu'on est le nouveau chef. Donc parfois, on élimine des gens qui ne sont même pas forcément les vrais chefs. Ouais. Et donc ça rend le jeu très compliqué à démêler. C'est-à-dire que de toutes les façons, tout ce qu'il faut, c'est une Kalachnikov et 50 autres hommes derrière soi pour avoir sa propre faction. Et donc, dans un contexte d'absence de l'État, c'est très facile de réémerger comme nos nouveaux chefs. C'est une structure qu'on a vue dans d'autres territoires qui fait que dès qu'on en tue 1, 2, 3, 4 autres émergent parce que ce sont des ambitieux qui attendaient leur tour. Parce que ce n'est pas un État au sens rigoureux du avec une élection terme. présidentielle. Exactement. Tout ce qu'il faut, c'est que Ali est mort, Kossi n'a qu'à le remplacer et on continue. Alors, Prosper, comment donc concilier la poursuite des offensives militaires et la protection des populations civiles, des populations qui ont échappé hier au terrorisme et qui se retrouvent entre le tout et l'enclume? Donc moi, je vais continuer toujours pas à vous étonner parce que je crois que tout ça. Parce que vous êtes conscient que vous nous étonnez sur ce plateau? Oui, parce que d'aucuns pensent souvent que c'est une imagination. Non, mais c'est les réalités. Vous savez, tout ce qui arrive aujourd'hui, quand on parle de l'absence de l'État, on pense de l'abandon des populations et autres là. Tout cela est planifié par le colonisateur. C'est-à-dire que c'est une planification qui vient de
la source de la colonisation. Et vous allez voir que les régions où il y a plus de rébellions, c'est des régions riches, où on exploite beaucoup de minerais. Il y a l'aspect minéral est vivable, on le conçoit ici. Et vous allez voir que les gouvernements, enfin les nations, les États luttent sans jamais trouver des solutions. Et à chaque fois, ces gens-là se renforcent. Et on se dit, ils trouvent ça où? Ces populations-là, on va vers... Aujourd'hui, on parle du djihadisme. Pourquoi on a choisi le mot djihadisme? C'est-à-dire qu'on a pris cet aspect de fanatisme de la religion musulmane et on le planque comme une façon, une idéologie au niveau de ces populations-là pour leur inculquer une forme donc, de pensée. Maintenant, comment protéger ces populations aujourd'hui, ces populations donc, qui ont survécu hier à ces terroristes, les terroristes repoussés à nouveau? Bon, tout cela est complexe. De toute façon, la solution, est-ce que les États ont ces solutions-là? S'ils ont ces solutions, je crois quand même qu'on devrait les appliquer pour pouvoir aider, solutionner, je dirais, ces problématiques-là. Donc, à mon avis, c'est un peu complexe. Moi, je dirais, si je devais être un des conseillers à Tinubu, je lui dirais de faire en sorte que le Nigeria... Bola Tinubu, le président de la République fédérale du Nigeria. Bon, voilà. Je lui dirais de faire en sorte que la République fédérale du Nigeria ait une maîtrise totale de son territoire. Qu'il n'y ait pas des espaces laissés pour compte, qu'il n'y ait pas des espaces de non-droit où les individus peuvent faire leurs lois. Alors, comment protéger ces gens-là aujourd'hui, ceux qui ont survécu aux assauts des terroristes? Comment les protéger si on ne risque pas de les livrer? Parce que de toutes les façons, ils sont toujours là, ils vont toujours revenir. Alors, est-ce que l'État fédéral du Nigeria sait qu'il y a des populations là qui méritent d'être protégées? C'est ça la question. La grande question. Nous passons au 4e sujet qui parle du Togo.